Bonjour, bonjour, j'espère que vous vous faites bien à la rentrée, aux cours, etc. Aujourd'hui, je veux tenter quelque chose d'un peu plus chill comme vidéo, une vidéo avec moins de montage, moins d'écriture. Parce qu'en fait, je vais vous parler juste des livres que j'ai lus ce mois-ci, donc c'est un peu à la manière de Link the Sun, je sais plus comment s'appelle son format de vidéo, j'écrirai. Et voilà, c'est un peu l'idée en gros, je vais juste vous présenter les livres que j'ai lus dans ce mois-ci. Du coup, pendant le mois de septembre. Parce que là, on est là où le manche tourne, on est le 8 octobre, un truc comme ça, enfin, bref, un peu tard. Et donc si ça vous plaît, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire s'il y a des choses que vous voudriez voir améliorer. Ça m'aide beaucoup quand vous me dites des trucs que je pourrais faire pour améliorer mon contenu. Donc n'hésitez pas, vraiment. Et pareil aussi, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire que ça vous plaît, ça fait toujours plaisir en soi. Donc commençons sans plus attendre, parce que j'ai lu 4 livres ce mois-ci, et il va falloir les présenter. Sans plus attendre, commençons par le premier, Mœurs et coutumes des Indiens du Brésil, par Fernand ou Fernao, je sais pas comment ça se prononce son prénom, Cardim. Donc vous le savez sûrement, soit par rapport à mes TikTok, soit par rapport à la vidéo que j'ai fait sur le sujet, donc par rapport à ma réorientation, etc. Je suis en licence d'anthropologie. Et donc ce livre, c'est une amie du lycée qui me l'a passé. Et franchement, je l'ai trouvé super intéressant. Ça parle en gros, du coup, comme son nom l'indique, des mœurs et coutumes des Indiens du Brésil. Donc des Tupis, en fait, c'est des tribus, parce qu'en fait, il y avait plusieurs tribus qui étaient sur le littoral, si je me rappelle bien, du Brésil. Je vous ferai sûrement une vidéo sur la vie de l'auteur de ce livre, parce que c'était pas de tout repos, même l'écriture de ce livre, etc., c'était pas simple, hein, en vrai. Et franchement, je trouve que c'est super intéressant. Il y a toute une introduction au début du livre qui explique un peu le contexte historique, comment du coup Fernão Cardim il est arrivé, que ce qu'il a fait comme travail là-bas, etc. Pareil, à la fin il y a un dossier qui met un peu plus de détails sur l'histoire et les concepts anthropologiques qui sont liés à justement ce qu'a écrit Fernão Cardim. Et je trouve ça super intéressant parce que ça permet d'avoir un regard un peu plus actuel sur ce qu'il a écrit, sachant que ça a été écrit en 1584, c'était il y a longtemps. Et bref, je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus parce que je trouve que c'est super intéressant. Mais pour faire court, en gros, Fernão Cardim, c'est un jésuite et il était envoyé là-bas pour évangéliser les peuples qui y habitaient déjà. Donc voilà, son rôle c'était de convertir les peuples autochtones au christianisme. Et donc on pourrait s'attendre à un récit de voyage classique comme on en voit beaucoup de cette époque-là, où genre juste il raconte les choses horribles que font ces peuples avec leurs vieux regards occidentaux. Mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant parce que Fernão Cardim, il a une sorte d'objectivité dans l'écriture. Bon, des fois, son côté évangélisateur ressort un peu et du coup, c'est un peu... Il y a un décalage qui se fait, mais je trouve que il reste quand même vachement objectif. Il raconte toutes les choses telles qu'elles se passent et je trouve ça super intéressant. Il y a juste la première partie où il parle de leur religion, où du coup, évidemment, vu que lui, il ne la reconnaît pas, il est là, genre, ils n'ont pas connaissance de qui les a créés, etc. Donc, le premier truc, c'est vraiment de la connaissance sur le créateur. Et c'est tout ce qu'on a de sa part sur leur religion en soi. Et bref, évidemment, voilà, c'est pas très développé, mais sinon, à part ça, il reste quand même vachement objectif. Et je trouve super intéressant, en fait, d'avoir le regard, enfin, d'une personne qui était... voilà, genre, j'ai répété plein de fois objectif, mais pas trop, genre, dans le jugement, en fait. Parce que vraiment, quand on lit des textes de gens qui ont fait des voyages, genre, soit d'évangélisateurs, soit d'explorateurs, ou autres, toujours, ils sont graves dans le jugement, soit dans l'ultra négatif, en mode c'est des sauvages, c'est des barbares, ils ont des coutumes horribles, ils sont ignorants, enfin bref, toujours des trucs comme ça, ou alors, à l'inverse, des trucs ultra glorificateurs, donc du coup dans l'idée du primitivisme, c'est-à-dire qu'ils vont glorifier ces côtés-là ils sont pas dans la société actuelle, toujours dans une démarche du coup de dévaloriser la société occidentale en valorisant les sociétés autochtones. Dans tous les cas, c'est de l'ethnocentrisme parce qu'on prend la société occidentale comme point de repère pour analyser une autre société et du coup, c'est pas forcément super bien. Donc là, c'est cool, je trouve, parce que c'est assez objectif, sauf dans les passages où ça parle un peu de religion, etc. Mais bref. Donc franchement, si vous vous intéressez à la colonisation, à cette période-là, qui est horrible, on va s'entendre, mais qui est intéressante à analyser pour comprendre certains trucs qui se passent à l'heure actuelle quand même. Si vous vous intéressez à cette période-là,
ou si juste vous vous intéressez aux vieilles cultures, et d'ailleurs il y en a, je pense, qui continuent de persister un petit peu. Si vous vous intéressez à ces cultures-là, de l'Amérique latine, et en fait, basiquement de l'Amérique avant la colonisation, l'Amérique précoloniale, il me semble. Je crois que c'est ça le terme. Je sais pas si c'est un terme qui s'utilise, mais je pense que c'est ça. Si vous vous intéressez à ça, franchement, je vous le conseille de fou. Parce que, au-delà de ce qu'a écrit Fernão Cardim, il y a quand même énormément de contexte historique, plein de dates, plein de personnes, il parle de plein de personnes, etc., qui ont été importantes. Et même, du coup, voilà, plein de trucs sur leur culture et tout, et c'est super intéressant, je trouve. Donc, si ça vous intéresse, cette période-là, honnêtement, je pense que c'est vraiment un livre à lire, de fou. Ensuite, on a Homère, l'Odyssée. Alors ce livre, je l'ai trouvé dans une boîte à livres, donc je l'ai pas payé. Mais je savais pas en fait quand je l'ai pris, mais c'est parce que je l'avais pas regardé, hein. C'est une version abrégée. Donc on voit, il est très très fin, alors que j'en avais vu, je crois, dans des librairies, ils étaient beaucoup plus épais. En vrai, ça m'a pas dérangé pendant la lecture, sachant que je connaissais plus ou moins l'histoire, vu que j'avais vu, il y a je sais pas comment il s'appelle le dessin animé, ça doit s'appeler l'Odyssée d'Ulysse ou un truc comme ça, enfin bref. Je sais plus comment s'appelle le dessin animé, je l'écrirai sûrement. Et ça raconte un peu l'histoire de l'Odyssée. Pareil, j'avais des livres un peu illustrés de l'Odyssée, etc. Mais du coup, j'ai trouvé ça cool. Je vais pas rester longtemps dessus parce que c'est quand même une histoire qui est très connue. Franchement, ça faisait du bien de le lire. Je pense que j'achèterai quand même la version complète un jour pour pouvoir le lire en entier, quoi. Mais normalement, il certifie dans ce livre-là que ils ont enlevé des passages qui sont pas utiles au déroulement de l'histoire, donc voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus, enfin, c'est un bon livre, mais c'est un vieux livre. Il y a des passages redondants, mais en même temps c'est normal parce que c'est un chant à la base. Je pourrais dire des trucs que j'ai pas aimés, mais est-ce que ce serait vraiment intéressant de dire des trucs que j'ai pas aimés, genre dans la redondance ou dans le style d'écriture? Enfin, je trouve pas qu'il y ait d'intérêt à donner un avis, à essayer de trouver un avis constructif à donner sur ce livre, en vrai, je trouve, parce que c'est un vieux livre dans tous les cas. Homère, il est bien dead. Donc voilà. D'ailleurs, il y a un petit truc au début qui explique, là, dans l'introduction, qui explique un peu les chants, etc., comment ça fonctionne à cette époque-là. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et en gros, moi, je pensais, avant de lire ce livre, que Homère, c'était le mec qui avait écrit l'Odyssée, hein, basiquement, et que du coup il allait le chanter à d'autres gens, etc. Mais en fait, pas du tout, et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que t'avais plein de gens dont c'était le métier, juste Homère, il le faisait très bien, et il l'a fait très bien, quoi. Et l'Odyssée, c'était raconté en fonction des gens qui le racontaient, ça faisait pas tout à fait la même histoire. Et ouais, je trouve ça super intéressant. Enfin, pas tout à fait la même histoire, si, c'était la même histoire, mais pas raconté de la même manière. Juste lui, il l'a raconté bien, et du coup, voilà. Et c'est ça là qu'on a retenu. Mais franchement cool en vrai, hein. C'est toujours cool à lire, c'est une histoire qui est bien. Enfin, voilà, c'est de la culture en vrai. C'est plus de l'ordre de la culture générale qu'autre chose. Je me suis dit, il faut que je lise parce que j'ai jamais lu. Enfin, j'ai jamais lu le vrai livre, mais de toute manière, je me suis rendu compte après que c'était le texte abrégé, donc je le relirai. Mais en vrai, je sais pas si c'est nécessaire ou pas. Si vous trouvez que c'est nécessaire de lire le texte complet, ou si ça suffit ça, j'ai mal commencé ma phrase, mais bref, donnez votre avis si c'est important de lire le texte complet ou juste texte abrégé, ça suffit, je sais pas du tout, mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, ça fait plaisir. Ensuite, on a Nature, culture et société de Lévi-Strauss. Donc pour les mêmes raisons que le premier livre, je l'ai lu parce que je rentre en anthropologie. Enfin, je suis en anthropologie, mais quand j'ai lu, je rentrais en anthropologie. J'avais pas encore commencé les cours. Et du coup, Lévi-Strauss, c'est un des auteurs incontournables. Nature, culture et société, c'est les 2 premiers chapitres des structures élémentaires de la parenté. Pour faire court, les structures élémentaires de la parenté, c'est la thèse de doctorat de Lévi-Strauss. Sauf qu'il s'avère que cette thèse de doctorat, c'est un classique monumental de l'anthropologie, et notamment du coup de la section de l'étude de la parenté. L'étude de la parenté, pour faire court aussi, c'est l'étude de toutes les relations, etc. au sein de la famille, en fait. Donc tout ce qui est mariage, filiation, la manière dont on appelle nos parents, donc que ce soit les parents, les frères et sœurs, les cousins, etc. On a des mots pour nommer nos relations avec les gens, et ça,
c'est pas les mêmes en fonction des cultures. Enfin bref, j'espère que je me fais comprendre. Mais en gros, c'est ça l'étude de la parenté. Tout ce qui concerne les relations familiales au sein de la société, etc. et quelle importance ça a dans la société. Et donc dans ces questions-là, on a notamment la question de la prohibition de l'inceste, qui est une question ultra importante dans les sciences humaines et sociales, notamment du coup en anthropologie, mais aussi en psychologie. C'est traité par exemple dans Totem et Tabou de Sigmund Freud. Bref, là je m'égare, mais c'est le deuxième chapitre de toute manière de ce bouquin, si on peut appeler ça un bouquin, parce qu'en soi c'est 2 chapitres avec un dossier, une présentation de Lévi-Strauss. Il y a une anthologie aussi à la fin avec des textes sur la question de la nature humaine, ouais c'est ça. Ça c'est intéressant, j'ai pas encore lu toute l'anthologie parce que j'en avais pas la nécessité. J'ai lu que le début où ça présente les structures élémentaires de la parenté, donc présentation, il y a l'introduction, il y a un truc sur Lévi-Strauss et le structuralisme. Donc le structuralisme c'est un courant de pensée en anthropologie qui de base vient de la linguistique, mais que Lévi-Strauss a amené dans l'anthropologie. Il y a un truc sur le rapport que Lévi-Strauss a à la philosophie, enfin bref, super intéressant. Et il y a aussi une partie où ils expliquent en gros comment lire le texte, si on veut, la méthode qui est mise en place dans les chapitres qui sont traités dans ce livre. Et voilà, bon, en vrai c'est intéressant, je sais qu'il me sera utile du coup dans tous les cas pour ma licence parce que ce semestre-là j'ai un cours qui s'appelle Anthropologie de la parenté et ils en parlent tout le temps des structures élémentaires de la parenté, ils parlent tout le temps de la prohibition de l'inceste, enfin pas tout le temps mais genre on en parle beaucoup parce que c'est une question ultra importante dans ce chapitre-là. Bref, voilà, c'est un livre, honnêtement, si vous faites pas de l'anthropologie, c'est pas nécessaire. Genre, c'est pas nécessaire. Il y a d'autres trucs de Lévi-Strauss qui sont super bien si vous faites pas de l'anthropologie. Genre, si vous voulez lire du Lévi-Strauss, lisez Race et Histoire. J'en ai fait une présentation sur ma chaîne. C'est un super bouquin, super intéressant. Ça parle de racisme, d'ethnocentrisme, etc. C'est super intéressant. Lisez Triste Tropique. Je l'ai pas encore lu en entier, mais j'en ai lu pas mal de passages. Et je sais que c'est un livre qui est super cool. Mais voilà, lisez pas les structures élémentaires de la parenté, c'est que si jamais vous voulez étudier l'anthropologie. Par contre, oui, si vous voulez étudier l'anthropologie, notamment le concept, le thème de la parenté, c'est super important. Ça, c'est super important. C'est vraiment un des textes les plus importants dans l'anthropologie contemporaine et du coup, sur le thème de la parenté. Franchement, voilà, c'est un incontournable. Mais sinon, vous embêtez pas, hein. Franchement, vous embêtez pas, parce que là je vous dis, il est tout petit le livre, hein. Mais vu que j'ai surligné des passages, j'ai fait des recherches sur des trucs, parce que c'est complexe quand même, mine de rien, et c'est des trucs à approfondir. C'est pas une lecture qui est simple en fait, c'est pas une lecture que tu fais pour apprendre des petites choses, etc. Juste comme ça, c'est un truc sur lequel il faut se pencher. Pareil pour l'anthologie de textes à la fin. C'est pas des textes, tu vas les lire à la suite, tu mets ton petit marque-page une fois que t'as fini et que t'es sorti du métro. C'est vraiment des textes que t'analyses, enfin que t'essayes d'analyser en tout cas, donc voilà. Je vous le conseille pas, mais par contre, c'est un incontournable si vous voulez vous intéresser à l'anthropologie. Genre sérieusement, dans le sens, voilà, si vous voulez faire de l'anthropologie, soit c'est vos études, soit c'est un truc qui vous passionne, c'est un incontournable, mais sinon, non. Je me suis répété 12 fois. C'est pas grave. Et on termine avec Soif de Amélie Nothomb. C'est le premier livre que je lis de Amélie Nothomb. J'en avais entendu parler, je sais plus où, de ce livre. Et en fait, je l'ai vu dans une librairie, c'est Gilbert Joseph, où ils font des occasions. Et enfin, du coup, c'est des livres qui coûtent beaucoup moins cher. Et je crois que là, normalement, ils coûtent 6,70 €. Et je crois que j'avais trouvé genre à 3 €, un truc comme ça. Du coup, je me suis dit, oh, mais let's go, on va le prendre, on va le lire. Et en fait, j'ai bien aimé. Genre, je suis rentré assez vite. Je l'ai lu en 2 sessions. Je l'ai lu en 2 sessions vraiment très rapidement. Ça se lit super bien. Amélie Nothomb, elle a une écriture de fou, je trouve. Et ouais, franchement, j'ai bien kiffé. Donc en gros, c'est... Pour expliquer un peu ce qui se passe dans ce roman, j'ai rien écrit dans mes notes sur ce que je dois dire dessus. Donc on se débrouille. Mais pour expliquer en gros, le personnage principal c'est Jésus. Déjà, voilà. Et en gros c'est la
profession de foi, si on veut, c'est la profession de foi de Jésus avant de mourir en fait. Ça suit tout son cheminement, du moment où il est en prison jusqu'à ce qu'il soit crucifié et qu'il meure. Je sais plus, attends, ça fait 1 mois que je l'ai lu, donc et j'ai pas pris de notes dessus, donc je sais plus si à la fin, enfin genre s'il y a la résurrection ou pas dans le livre, mais grosso modo voilà, ça prend comme personnage principal Jésus, c'est tout vu du point de vue de Jésus, et en fait j'ai trouvé ça super bien écrit. C'est mine de rien assez respectueux en vrai, genre il y a pas des dingueries qui sont dites dedans, etc. En bref. Mais du coup ouais, ça, tu vois Jésus à son procès avec tous les gens qu'il a aidés dans sa vie, les gens qui l'aident à se relever pendant qu'il amène son calvaire, enfin qu'il porte sa croix, etc. Les moments où il tombe et tout, il y a tout ça, tout le chemin de croix en fait, il est décrit. Et franchement, franchement, j'ai bien aimé. C'est assez agréable à lire. Je vous le conseille, en vrai. Il faudra que je lise un autre roman d'Amélie Nothomb. Ça s'appelle Premier sang. Et il paraît que c'est son banger, apparemment. Faudra que je lise. Parce que, en vrai, j'ai bien aimé l'écriture, la patte littéraire d'Amélie Nothomb. Masterclass. Mais juste, ouais, voilà, j'ai bien aimé. C'était sympa. C'est pas non plus mon livre préféré, hein, faut pas abuser, mais j'ai bien aimé. C'était cool. Donc voilà. Bref, comme vous l'avez vu, c'était une vidéo assez simple. Si ça vous plaît, le mois prochain, il y en aura une autre avec les autres livres que j'aurai lus, du coup, cette fois-ci en octobre. Donc je vous souhaite une bonne journée si vous regardez ça le matin, une bonne soirée si vous regardez ça le soir. À la prochaine. Ciao.